en lisant sur le perron, par un après-midi, on se disait c'est si bon, se retrouver entre amis, assis l'un contre l'autre, pour s'occuper des autres, on se fait des accroires, en se contant des histoires. Nous vous présentons un extrait du roman Le tourbillon de la vie d'Aurélie Vallogne. Dans cet extrait, on trouve un jeune garçon qui s'appelle Louis et son grand-père qui a été comédien à l'époque, et c'est de ça dont Louis, le petit, veut entendre parler. Tu as toujours voulu faire ce métier, grand-papa? Le cinéma, le théâtre, tout ça? Non, Raconte-moi comment ça a commencé, papy. il n'y a pas grand-chose à dire. Ça a été un pur hasard. J'étais au pensionnat. C'est quoi un pensionnat? Ça se fait plus trop de nos jours, mais à l'époque. Ah oui, c'est vrai, toi tu es né à l'époque, toi. Bref, comme je le disais, un pensionnat, c'est une école dans laquelle on habite. On ne rentre chez soi que pour les vacances et encore, si tes parents peuvent t'accueillir. Ah, quelle horreur! Vivre dans une école! T'as jamais pensé ou essayé de t'échapper? En vrai, oui, mais c'est pas une prison non plus. Tu veux mon histoire ou tu comptes m'interrompre à chaque mot? Tu sais, moi, je suis pas du matin ni du midi, donc... Bon, je disais donc, au pensionnat, on nous a demandé de jouer une pièce de théâtre. Je ne savais pas du tout de quoi il en retournait. J'ai vu la salle, les planches, le rideau, les costumes, ça avait l'air chouette. Alors, je me suis proposé. Ils ont réparti les rôles et je ne sais pas pourquoi, ils m'en ont donné un important. J'ai beaucoup travaillé pour apprendre mon texte, j'en avais 5 fois plus que les autres. Et puis un soir, en fin d'année, tous les parents ont été invités à venir voir la représentation. Ils étaient au moins 200 dans la salle. Hé, 200? Mais t'as dû avoir une sacrée trouille! Même pas. Je crois que j'ai pensé à rien à part mon texte. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Quoi? Quelque chose qui ne m'était jamais arrivé de toute ma vie. Le Père Noël, un martien, un dauphin, non. C'était la première fois de toute ma vie que des adultes se taisaient quand je parlais. Oh! Hey, c'est un super truc, ça! Attends, tous les adultes se sont tus, même ma mère. Cela m'a donné un tel pouvoir que je n'ai plus jamais voulu arrêter. Et t'as pas eu peur du tout? Si. Après, j'ai toujours eu le trac, et de plus en plus avec les années. Il y a cette angoisse qui monte dans la loge 30 minutes avant la représentation. On se répète le texte dans la tête, d'un seul coup, on n'est plus grand-chose. Je n'ai jamais craint d'être mauvais ou de mal jouer. Je me rends compte que c'est très orgueilleux de ma part. Oui, mais t'avais peur de quoi alors? Une peur panique du trou de mémoire. Oh! Et est-ce que ça t'est arrivé? Ça arrive à tous, malheureusement. La perte de mémoire, c'est la hantise de tout comédien. Il ne peut plus travailler s'il n'est pas capable de montrer qu'il connaît son texte. Et toi alors? Le véritable trou de mémoire sur scène, je ne l'ai vécu qu'une fois. Alors que la minute d'avant, je connaissais mon texte sur le bout des doigts. Enfin, bref, c'est toujours comme ça. De toute façon, c'est psychologique. J'en fais encore régulièrement des cauchemars. Dans mes rêves, j'avance sur scène, pas préparé, j'ignore quelle pièce jouer, quel texte réciter. Je suis seul, sous les lumières aveuglantes. Le public me regarde sévère et attend. Puis mes partenaires apparaissent à mes côtés, mais leurs yeux se font durs. Et personne ne m'aide. Oh, mais c'est horrible comme cauchemar! Est-ce que tu le fais encore? Oui, quand j'arrive enfin à dormir. Ouais. Dis, grand-papa, est-ce que n'importe qui peut être acteur? Une des grandes chances avec le théâtre, c'est que l'on cherche des gens comme tout le monde. Talentueux certes, mais qui représentent la diversité du monde. Je ne suis pas beau, je suis à peine plus grand que la moyenne. Il ne faut pas être trop beau de toute façon pour avoir des rôles intéressants, ni être trop grand, il faut parfois être
passe-partout. Mais avoir un truc un peu différent aussi. Et toi, c'était quoi le truc qui t'a rendu célèbre? Ma voix. La leçon importante à retenir, c'est que l'on t'appréciera, on te désirera pour ta singularité et ton humanité aussi. Transforme tes différences en chance. De toute façon, avec un physique banal comme le mien, si je n'avais pas fait comédien, je serais devenu espion. Ça existe pas pour vrai, les espions. Bien sûr que ça existe. Mais si je deviens espion, grand-papa, est-ce que tu vas être triste que je fasse pas comme toi? Ne fais jamais rien pour faire plaisir à quelqu'un. N'attends jamais l'autorisation d'être qui tu es. C'est toi et uniquement toi qui as ce pouvoir. Être ou ne pas être acteur, pâtissier, musicien, vétérinaire, espion, telle sera ta question. Et puis une vie, c'est long, tu auras même l'occasion d'avoir 1000 vies. Écoute-moi bien, Louis. Je t'aimerai, quoi que tu fasses, quoi que tu choisisses. Le plus important, c'est que tu sois épanoui, heureux, et que tu te sentes à ta place. Ah, C'est tout. C'est vrai que c'est long, la vie. Alors, je vais être acteur le lundi puis le mardi. Espion le mercredi, jeudi. Vétérinaire le vendredi et samedi, c'est parce que j'aime beaucoup les animaux. Et président le dimanche parce que j'aime bien décider. Papy, Oui. tu m'aimeras vraiment quoi que je fasse, même si un jour je te déçois? Aucun risque que cela arrive, Moussaillon. Tu m'aimeras toujours alors? Toujours, j'irais même en prison à ta place, si je le pouvais. Et même te faire décapiter ou momifier vivant? Monsieur le roi Louis, n'abusez pas trop quand même. Non, eh ben dis donc, c'est drôlement cool. C'est ça, l'amour. Le texte que nous vous présentons est extrait du roman L'heureux destin des fous de Francine Allard. Dans ce texte, on retrouve une mère de famille qui élève seule un enfant déficient. Et cet enfant déficient qui est rendu dans la bonne vingtaine s'est fait une petite amie, une voisine. Alors la mère qui l'élève seule se demande comment réagir dans tout ça. À la polyvalente, j'avais dû, afin de compléter ma tâche d'enseignement, donner le cours d'éducation sexuelle à 3 groupes d'adolescents en pleine effervescence. Et les questions pertinentes, comme les plus insolentes, fusaient de partout. Mais, le jour où j'avais essayé d'expliquer à mon Bertrand pourquoi j'avais mal au ventre à tous les mois, il s'était mis à pleurer comme un veau. Et quand j'ai dû lui dire qu'il ne devait pas s'amuser avec mademoiselle Kékette devant les invités, n'avait plus voulu m'adresser la parole. Ainsi, je savais pas trop comment prévenir mon fils des dangers qui l'attendaient, puisqu'il était un adulte et que Bijou devait friser les 25 ans. Bertrand, est-ce que tu embrasses Bijou des fois? Oh non, elle a toujours la bouche pleine d'ours à la gelée et son père lui a dit qu'elle devait avoir la bouche propre pour embrasser un garçon. Et que faites-vous quand vous allez, vous partez là derrière, dans la forêt, Bertrand? On chante et on ramasse des branches. C'est pour bâtir notre maison. Il y en a toute une montagne près du grand trou. Quel trou? C'est un secret, maman. Je peux pas le dire. Chut. Et vas-tu m'y amener moi aussi? Oui, l'autre demain, après la neige. Puis il attrapa une grosse poire rouge et y enfonça les incisives en grimaçant. Ça fait bouger les petites billes sous ma langue. Ça fait plein de salive de poire dans ma bouche. Je me mis à rire. J'aurais voulu avoir noté tous les petits mots de Bertrand depuis qu'il était petit. Ah, il y en avait des si savoureux. De la salive de poire. Vraiment. Soudain,
j'aperçus une voiture à travers la dentelle de la fenêtre. Faut qu'on s'achète un gros chien. Tu penses pas, mon trésor? Bertrand ne m'entendit pas. Il courut pour être le premier à ouvrir la porte. Je connaissais pas cette voiture et j'attendais personne. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Madame, je suis Paul Simard, votre voisin, enfin, c'est beaucoup dire. Disons que j'habite au bout de vos terres. Oh, entrez, monsieur Simard. Je suis Sylvia Chénette. Et voici mon fils Bertrand. Bonsoir, mon garçon. Je suis le père de Bijoux. Où elle est, Bijou, hein? Où elle est, hein? Ben, j'ai laissé chez le coiffeur au village. Monsieur Simard voulait me parler à moi seul. Je le sentis. Bertrand, veux-tu aller ramasser des prunes pour monsieur Simard? Oh oui. Lorsque nous fûmes seuls, Paul Simard s'assit dans le fauteuil de Rotin, tout sautant nerveusement, et me fixa avec insistance. Madame Chénette, je n'irai pas par 4 chemins. Oh, j'appréhende ce que vous allez me dire, mais allez-y. Comme vous le savez, votre fils fréquente en quelque sorte ma fille Nadia. Oh, c'est moi qui l'ai surnommée Bijou. Vous savez ce que c'est ma fille unique. Mais je vous laisse vous informer qu'elle est retardée. Oh, Bertrand aussi. Je crois pas que cela représente un danger. Si vous aviez connu mes élèves à la polyvalente. Ah, je n'ai pas peur, au contraire. Nadia a beaucoup changé. Elle est plus joyeuse, plus expressive. Je dirais même qu'elle est plus jolie. Et Bertrand a l'air si heureux. Nous nous levâmes et regardâmes Bertrand par la fenêtre à travers les rideaux. Il était grimpé dans le prunier, ramassait les fruits et les lançait négligemment dans la caisse de bois. Tout à coup, il regarda notre direction et il nous salua vivement. C'est la 3e fois qu'il fait ça. Quoi? Mais il devine toujours lorsque je le regarde. Parfois, il m'inquiète. Bah, il a peut-être un don spécial. Ça arrive parfois. C'est dérangeant, mais c'est pas dangereux, croyez-moi. Alors, qu'allons-nous faire à présent? Ben, leur parler chacun de notre côté. Bon, il y a certains risques, évidemment. Leur relation peut devenir, disons, amoureuse. Il reste. Voulez-vous que je parle à votre fille, monsieur Simard? Hein? Elle pourrait prendre la pelule, vous pensez pas? Nous serions rassurés, tous les deux. Oh, vous feriez cela. Oh, c'est merveilleux. Je vis seul avec elle. J'ai pas l'habitude de ce genre d'intervention. Moi aussi, je vis seule avec Bertrand. Séparés? Non, inséminée. D'abord, mon invité s'étonna. Il ne sut plus quoi dire. Puis, nous nous mîmes à rire comme des enfants. Comme Bertrand et Nadia, lorsqu'ils se chatouillent les trous de nez avec les plumes d'oreiller. Cet homme me plaisait vraiment beaucoup. Il devait avoir dans la jeune soixantaine et il possédait un petit accent délicieux. Bertrand entra et se joignit à nous dans une cascade de rire. Puis il offrit à Paul sa grosse boîte de prunes bleues. T'en donneras une à Bijou au moins. Oh oui. On connaît la série Discussions avec mes parents, écrite par François Morancy, mais on retrouve aussi ces scènes dans un recueil, donc un livre qu'il a créé avant la série. Donc on se retrouve ici dans cet extrait avec le père et la mère, Linda et Daniel, et le fils, François, incarné par Yves, et ils écoutent une partie de baseball à la radio. Le baseball n'est pas un sport simple à comprendre pour celui ou celle qui n'y connaît rien. Et c'est encore moins clair quand on l'écoute à la radio. L'amateur comme moi, qui adore le rythme lent, la stratégie complexe derrière chaque jeu ainsi que la tension provoquée par l'absence d'images qui force l'imagination, y trouve son compte. Mais mon père partageait ma passion. Mais ma mère, qui n'y comprenait rien, ni le sport, ni le vocabulaire des analyses, ni les temps morts radiophoniques, où on n'entend que l'atmosphère de la foule et encore moins notre intérêt pour ce jeu.
elle ne se gênait pas pour remettre certaines choses en question. De retour au baseball des Expos, directement de Pittsburgh. Yes! Yerk! C'est la fin de la 4e manche. Les pirates s'amènent au bâton. Des pirates? Pourquoi il y a des pirates? C'est le nom de l'équipe, les Pirates de Pittsburgh. Un drôle de nom. Ils ont-tu une patte sur l'œil puis un perroquet sur l'épaule? Ils sont pas déguisés en pirates, c'est juste le nom. Ben pourquoi ils s'appellent les pirates, là? S'ils sont pas déguisés en pirates? Au hockey, les Canadiens de Montréal sont pas déguisés en Canadiens avec une ceinture fléchée puis un casque de poêle sur la tête, là. Les pingouins de Pittsburgh sont pas déguisés en pingouins. Les Nordiques sont pas déguisés en bande de neige. Les sabres de Buffalo sont pas déguisés en épée. OK, ça va. Steve Rogers, qui est toujours au monticule pour les Expos, affronte le dangereux Dave Parker. Le lancer à l'intérieur, balle. À l'intérieur? Ben, ils jouent pas dehors. C'est à l'intérieur, en dehors de la zone des prises. Donc, c'est une balle. Ben, je le sais, c'est une balle, ça s'appelle le baseball. C'est sûrement pas un frisbee. Il y a des balles, il y a des prises. Mais des prises de quoi? Après 3 prises, le frappeur est retiré. Retiré de quoi? On lui retire son costume de pirate? Ah, je comprends rien. Je vois bien ça. Une balle, aucune prise. Le lancer, fausse balle. Fausse balle? Oui, fausse balle. Il lance une fausse balle. Genre, il lance une pomme peinturée en blanc pour faire une blague. Fausse balle, c'est quand la balle est frappée à l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur. Coudon, c'est donc bien compliqué. Ils vont pogner la grippe, branchez-vous. Willie Stargell est au cercle d'attente. Fais là, lui. Il attend, Ben, c'est sûr. C'est juste ça qu'on fait dans ce jeu-là. Attends. il attend son tour d'aller au bâton. L'offrande de Rogers. Prise. Bon, une offrande à cette heure. On est-tu rendu à l'église? Offrande, ça veut dire le lancer. Rogers s'exécute. Le lancer. La balle est frappée vers le champ centre droit. Dawson s'approche. La balle touche ses mitaines, mais il l'échappe. Pourquoi il joue avec des mitaines? On est en juillet. Sa mitaine, c'est son gant de baseball. Alors, pourquoi ils disent pas un gant? Parker se retrouve au 2e coussin. Stargell s'amène au bâton avec un homme sur les sentiers. Bon, des sentiers. On est rendu en forêt. Les sentiers, c'est les buts. Ben, comme des buts de hockey. Non! Les buts, c'est les carrés blancs sur le terrain. Il y en a 3. Premier but, deuxième but, puis 3e but. Il y a aussi le marbre. Le marbre. Comme un comptoir de cuisine. Non. Ah, pis c'est quoi le 2e coussin? C'est le 2e but. Mais c'est un but ou c'est un coussin? C'est la même affaire. Non, non, non. Hein? Un but, c'est un but, puis un coussin, c'est un coussin. Ah, sur notre lit, il y a des coussins, il n'y a pas des buts. Bon, il n'y a pas de sentier. Moi, mais sur votre lit, il y a assez de coussins pour faire un sentier. Lors de sa première présence, Stargell a obtenu un but sur balle en plus de voler le 2e coussin. Un but sur des balles, puis il vole les coussins. Je vais fermer la radio. Voici un sketch de l'humoriste Raymond DeVos qui s'intitule « Mon fils ». J'ai un fils. Il veut faire le même métier que moi. Je dois dire que j'en suis heureux. Et j'ai pas cherché à l'influencer. Il a pris sa décision tout seul. Il veut faire le comique. Et il est doué. C'est pas parce que c'est mon fils, mais il est déjà rigolo. C'est bien ça, il me fait rire. Plus que moi. Et parfois, avec mes propres histoires. Pourtant, je les connais. Eh bien, dites par lui, je ne les reconnais plus. Et je les trouve drôles. Un soir, il rentre de l'école, tout en pleurs. Mais
Que t'arrive-t-il? J'ai raconté une histoire amusante à mes petits camarades et ils n'ont pas ri. Mais ça arrive. Qu'est-ce que tu veux? Il faut pas te décourager pour ça. C'est peut-être que ton histoire n'était pas drôle. C'était une des tiennes. C'est pas parce que c'est mon fils, mais il est franc. Alors je lui ai dit, tu l'as bien raconté au moins. Je l'ai dite comme toi. Mais alors c'est bien. Oui, mais j'ai eu honte. Mais tu n'as pas à avoir honte de faire rire. Non, mais j'ai honte pour toi. Il avait honte pour son père. C'est pas beau ça. C'est pas parce que c'est mon fils, mais il a l'esprit de famille. Ah, il me dit... De plus, je me suis fait taper sur les doigts. Non. Mon professeur m'a dit, vous faites des calembours, des jeux de mots, vous jouez sur les mots, c'est de l'esprit facile. Mais tu lui as dit que c'était dans l'intention de divertir. Oui, mais il m'a répondu, rien que pour l'intention, vous me ferez 100 lignes. Et j'ai copié, à chercher à faire rire ses petits camarades 100 fois. À la 100e, j'en pleurais. Mais j'avais toujours plus envie de faire rire mes petits camarades. C'est pas parce que c'est mon fils, mais il a du courage quand même. Alors, comme il pleurait toujours, pour le consoler, je lui ai dit, écoute, je vais te raconter une histoire désopilante. Et je le lui raconte. Il a rien. Bon, c'est pas parce que c'est mon fils, mais il est vraiment un bon public. Et je lui dis, ben vois-tu, si tu veux là, tu pourras la raconter à tes petits camarades et même devant ton professeur. S'il ne rit pas, c'est parce que ce sont des imbéciles. Et il me répond, ils ne riront pas. Et pourquoi? Parce qu'ils la connaissent déjà, c'est celle que je leur ai racontée. Alors, pourquoi tu en ris, toi? Pour te faire plaisir. C'est pas parce que c'est mon fils, mais il a du cœur. Nous allons faire un extrait du roman Le premier quartier de la lune de Michel Tremblay. Alors, on se retrouve chez Albertine, un de ses personnages fétiches, et Albertine reçoit sa belle-sœur, qu'on appelle gentiment la grosse femme. Albertine s'installa carrée dans la vieille chaise qui autrefois avait appartenu à sa mère, Victoire. C'était une chaise berçante qui ne berçait plus depuis belle lurette parce qu'elle avait trop servi, mais Albertine, dans sa tête de cochon, avait décidé qu'elle ne risquait rien et s'y jetait sans ménage, sous le regard effrayé de sa belle-sœur, pour écouter ses romans savants. Le jour et les jeux questionnaires le soir. Quand elle ne travaillait pas, elle regardait l'appareil radio en l'écoutant, exactement comme si elle y avait vu ce qu'elle entendait. La grosse femme se rappela un article qu'elle avait lu dans la presse la veille. Elle prit le journal qui traînait sur une chaise en attendant qu'on y jette des plures de patates et trouva facilement l'article accompagné de cette énorme photo qui l'avait tant fasciné. Tiens, tu liras ça, tu vas voir, ça va t'intéresser. Vous savez bien que je lis pas ça, les journaux. Y a rien que des niaiseries là-dedans. Mais lis juste le gros titre, là. Ah, j'ai pas le goût. Comptez-moi-les, ça va aller plus vite. Ben, regarde, là. Ça s'appelle une télévision. Ça a l'air d'un four électrique. Devant le peu d'enthousiasme d'Albertine, la grosse femme décida de parler pour elle-même. L'article l'avait beaucoup impressionnée et elle y songeait depuis la veille. Hey, il paraît que c'est merveilleux, cette affaire-là. Ils disent que c'est comme avoir le cinéma chez soi. Ils disent, en toutes lettres, c'est écrit là. Regarde, c'est un radio. Mais c'est plus qu'un radio. Hein? C'est un radio avec l'image. Ben, tu peux voir l'image en même temps que tu écoutes ton programme. Comme au vu. Excepté que c'est jamais en couleur.
Voyons donc, ils disent n'importe quoi. Ben non, c'est vrai. Regarde. Ils ont fait des tests pis tout, là. Hey, il y a même du monde aux États-Unis qui en ont déjà dans leur maison. Hey, je sais pas quoi, hein? On peut écouter le programme puis voir ce qui se passe en même temps? Ben oui. Ha! Je serais jamais capable. Comment ça, tu seras jamais capable? Ben, je suis habituée de juste entendre. Je serais pas capable de faire les deux en même temps. Maudite folle! Quand tu vas au vu, là, tu vois, pis t'écoutes en même temps, pis t'as pas de la misère à comprendre. Ben oui, mais au vu, je suis habituée. Puis je fais pas mon raccommodage puis mon tricotage pendant que je regarde. J'ai payé pour être au vu, puis je mange mes chips puis je bois mon coke. Es-tu bonne, elle? Puis à part de ça, vous vous rappelez comment est-ce que j'ai eu de la misère à m'habituer quand les vues parlantes sont arrivées? Martine, là, t'étais juste une petite fille. Dans ce temps-là, on se connaissait pas. Ben, j'ai eu de la misère pareil. J'ai été habituée de lire entre les images, puis quand le son est arrivé, je comprenais plus rien. Tout allait trop vite en même temps. Puis je trouvais que ça faisait bien du train. Ben oui, mais t'as fini par t'habituer. Hey, ça m'a pris assez de temps. J'ai pas envie de recommencer ça. Non. J'aime mieux mon radio comme il est là. Mais oui, mais tu passes ton temps à regarder le cadran quand t'écoutes le radio. Là, t'aimerais pas mieux voir pour vrai comme au vu. Hey, je comprendrais rien. Il y a bien trop de trains dans la maison, puis il y a bien trop de lumière. Va-tu falloir tout éteindre comme au vu quand on va regarder ça? Comment c'est qu'on va faire pour se promener dans la maison si on voit rien? Oh, quand tu te mets à pas vouloir comprendre, toi... Je comprends très bien. Pourquoi vous dites que je comprends pas? Ça m'intéresse pas d'avoir des vues chez nous. Des vues de même, non, c'est tout. Jamais je rentrerai ça dans la maison. Entendez-vous, là? Jamais. Bon, j'ai pas dit que je voulais rentrer ça dans la maison. Ça doit coûter les yeux de la tête. Je voulais juste te mettre au courant. Hein? T'aimes pas ça, être au courant de ce qui se passe dans le monde? Un peu, des fois. À quoi c'est que ça me sert de savoir qu'il y a du monde aux États-Unis qui ont les vues chez eux si ça m'intéresse pas d'en avoir? Puis c'est bien trop grand, les vues. Ça prendrait un pan de mur. Faudrait installer les chaises de l'autre bord de la rue pour voir quelque chose. C'est bien trop petit ici dedans. J'ai pas envie de me rendre aveugle juste pour voir Antoinette Giroux broyer. Je suis capable de l'imaginer tout seul. Hey, j'ai pas dit que la télévision, ça prenait un pan de mur. Ouais, où c'est que t'as pêché ça? Ben, c'est tout petit, 17 pouces. 17 pouces? Mais on verra rien. Ils vont être gros comme ma main. Va falloir se coller le nez dessus. J'aime autant pas les voir. Ah, c'est correct, j'ai rien dit, laisse faire. On reparlera de ça une autre fois. En attendant, là, les joyeux troubadours là, vont commencer. Puis là, Estelle Caron a promis de chanter Plaisir d'amour hier. Non, j'aimerais pas ça, voir Estelle Caron chanter Plaisir d'amour. Parce que pendant qu'Estelle Caron va chanter Plaisir d'amour, ben moi là, je vais aller brasser la sauce aux œufs. Et à la radio, les joyeux troubadours beuglaient déjà. Ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Qui est là? Les joyeux troubadours! Mais entrez, voyons! Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours ont confiance en leurs veines et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie
ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut, c'est comme ça qu'on est